Bonjour, je suis Aurélie Palude, professeure en culture générale en prépa ECT et ECG au lycée Ozen de Toulouse. Alors d'abord, sur la violence verbale. Elle semble assez évidente, mais elle mérite quand même d'être théorisée et interrogée. Elle peut prendre différentes formes, la forme de l'insulte, des reproches, de l'humiliation, et la forme plus insidieuse de la persuasion. Alors pour ce qui est des insultes, je recommande vivement l'écoute d'un podcast qui s'appelle Parler comme jamais. Donc là, Elia Véron, qui est maîtresse de conférences en stylistique, explique que les injures sont parfois nécessaires, qu'elles permettent aussi de retourner le stigmate. Lorsqu'une communauté a été agressée, elle va ensuite reprendre les insultes et puis elle va les retourner contre l'agresseur. Et elle fait toute une analyse de la façon dont on va finalement construire les insultes et les injures. Pour ce qui est de la persuasion, alors on peut ici convoquer évidemment les réflexions de Platon sur la rhétorique. On sait que Platon se méfiait beaucoup des sophistes parce qu'il estimait que les sophistes parlaient, persuadaient, étaient efficaces, mais finalement qu'ils pouvaient défendre une thèse et son contraire. Et en cela, parce qu'ils manipulaient l'auditoire, eh bien, ils exerçaient une violence, mais qui passait inaperçue par la séduction des mots. Donc, on peut aussi penser à cette violence verbale, parfois inédite, et à laquelle la population est parfois soumise, sans doute. Alors, le silence peut être violent selon différents aspects. D'abord, on pense immédiatement au silence que l'on va imposer à autrui. C'est le silence de la censure, c'est la volonté de faire taire une victime. Alors là, je recommande la lecture des Métamorphoses d'Ovide et notamment de l'histoire de Philomèle. Philomèle, c'est une femme qui a été violée par son beau-frère. Et pour éviter qu'elle ne témoigne, il va lui couper la langue. Il va la séquestrer. Et afin de trouver les moyens de témoigner, de dénoncer son bourreau, elle va tisser une toile et va permettre à sa sœur de découvrir la vérité. Donc on a ici une belle réflexion sur la violence faite aux femmes, la violence du silence, mais aussi les moyens de contrecarrer cette violence. Il arrive aussi que le fait que l'autre se taise m'impose une forme de violence. Je vais essayer d'expliquer ça. Par exemple, c'est le silence face à la violence subie. Concrètement, cela s'illustre dans Matin brun de Frank Pavlov. Donc c'est une nouvelle très très courte qui évoque l'idée que le silence pourrait être une forme de lâcheté ou d'indifférence. L'histoire, c'est celle d'un narrateur qui est assez impassible, qui voit le monde changer autour de lui, il voit des lois injustes et absurdes être mises en place, et il ne dit rien, il ne réagit pas. Jusqu'au jour où lui-même va être victime de ces violences, mais il n'y a personne pour le défendre. Alors, il y a d'ailleurs un poème écrit par un pasteur, Martin Niemöller, qui est, me semble-t-il, fondamental sur cette question. Je me permets de le lire. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis, ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour protester. Donc on voit ici que ne rien dire, c'est parfois être complice de la violence, c'est même peut-être ajouter une violence à la violence. Autre aspect du silence violent, c'est le silence comme refus d'expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que lorsqu'on se heurte au silence de quelqu'un qui ne veut pas rendre compte de ce qu'il a vécu, eh bien nous-mêmes, en fait, on subit une forme de violence. Très concrètement, on peut illustrer cela avec Incendie de Wajdi Mouawad. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite en 2003 et qui met en scène Nawal. Nawal qui plonge dans un mutisme total après avoir découvert une vérité atroce. Donc elle ne peut plus parler face à la violence, et de même que Oedipe se crevait les yeux, eh bien elle s'impose un silence total.
Mais elle a 2 enfants, elle a des jumeaux, Jeanne et Simon, et pour eux, ce silence incompréhensible de leur mère est une forme de violence. Lorsque Nawal meurt, eh bien, ils sont confrontés à ce silence radical, mais ils découvrent aussi l'existence d'un testament. Et dans ce testament, on leur demande de retrouver leur père et de trouver leur frère dont ils ignoraient l'existence. Donc, après de nombreuses hésitations, ils vont partir découvrir le passé de leur mère, et ce silence qu'ils ne comprenaient pas va finalement faire sens. C'est-à-dire qu'eux aussi vont accéder à la vérité. Alors, la fin, pour moi, est particulièrement significative, hein, puisqu'à la fin, les enfants écoutent le silence de leur mère. Le silence avait été enregistré par un infirmier à l'hôpital. Et voici la dernière phrase. Jeanne et Simon écoutent le silence de leur mère. Pluie torrentielle. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que les enfants, enfin les jeunes gens étaient confrontés au silence de leur mère, qu'ils le vivaient comme une violence, mais que finalement, ils en viennent à accepter ce silence, parce qu'ils ont enfin compris toute la violence qu'il contenait. Et puis, regardez bien, le titre, c'est Incendie, donc c'est le feu, c'est la violence qui dévore et qui ronge les personnages, mais les derniers mots, pluie torrentielle, on voit ici qu'il y a un apaisement. La pluie qui tombe sur ce feu, c'est aussi l'idée d'un soulagement, d'une parole qui permet de briser ce que Wajdi Mouawad appelle le fil de la violence. Il me semble que face à la violence, il faut parler de la violence des passions. Donc parfois, le silence de l'amant alimente la violence de la passion. Alors ça s'illustre très bien chez Annie Ernaux dans 2 livres, Passion simple et Se perdre. Le silence de l'amant est vécu comme une violence parce qu'en fait, il place la femme dans l'attente. Annie Ernaux dit « Cette passion a été, je cite, « pendant 2 ans, la réalité la plus violente qui soit et la moins explicable. » Alors, qu'est-ce que c'est que cette passion simple? Eh bien, c'est une relation qu'elle entretient avec un homme russe, marié, et il est assez mystérieux d'ailleurs, et c'est lui qui fixe les rendez-vous. Donc elle l'attend en permanence, elle attend ses coups de fil. Et voilà ce qu'elle dit. « Je recommençais d'attendre un appel, avec de plus en plus de souffrance et d'angoisse, au fur et à mesure que s'éloignait la date de la dernière rencontre. » Donc on voit ici que entre 2 entretiens, dans l'entrevue plutôt, elle se heurte à la violence du silence. Pourquoi? Parce que dans ce silence, eh bien, elle va imaginer l'homme avec sa femme, elle a peur d'être abandonnée, de n'être jamais rappelée, donc son imagination aussi va la torturer. Et d'ailleurs, le titre d'un des deux textes est éloquent, hein, Se perdre. Donc on voit qu'elle va aussi se perdre dans cette passion, mais peut-être pour mieux se retrouver. Donc en l'absence de cet homme, et face à son silence, eh bien, elle vit une violence, mais en sa présence aussi, elle se sent confrontée à une violence. Voilà ce qu'elle dit. Eh bien, elle dit « En octobre, dans la voiture jusqu'à Cergy, il ne disait rien, fumait en silence, conduisait rapidement. Tout cela faisait que j'étais une proie saisie, perdue chaque fois. Le problème, c'est que le silence de cet homme, eh bien, l'empêche de savoir quelle est la nature de leur relation. Elle ne sait pas si c'est une relation amoureuse ou une relation charnelle, et donc elle est aussi torturée par ce silence. Donc on voit qu'elle est prise dans une passion, qu'elle est aliénée, dépossédée d'elle-même. Mais le paradoxe de tout ça, c'est que le silence de cet homme renforce la violence de la passion, renforce l'intensité de cette relation, en un double sens, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois une souffrance radicale et une exaltation. Et finalement, on voit aussi cette ambivalence de la violence des passions, puisque pour Annie Ernaux, elle est destructrice, elle dit bien qu'elle s'est perdue dans cette relation, mais elle produit tout de même 2 livres. Donc aussi, elle s'est peut-être trouvée en tant que femme désirante, et puis en tant qu'autrice.